Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marie Arena. Bonjour. Bonjour. Députée européenne PS. Et on va parler évidemment de ce sommet de l'OTAN qui s'est terminé jeudi, en fin de journée. Il y avait, avec une promesse apparemment auprès de Donald Trump, de dépenser plus pour les pays pas assez contributeurs. C'est une promesse qui avait déjà été faite en 2014 à d'autres présidents américains. Et la Belgique est un des plus mauvais élèves dans l'ensemble de l'OTAN. Alors finalement, je vais vous demander un peu une question footballistique. Qui a gagné à l'issue de ce sommet de l'OTAN ? Alors je pense que la tactique de Trump aujourd'hui, c'est vraiment une tactique de déstabilisation et qui surtout est je dirais, motivée par les affaires, par le business. Donc quand Trump arrive à l'OTAN et qu'il dit qu'il faut passer à 4% de dépenses, donc il faut savoir qu'on est passé de 2% qu'on ne respecte pas aujourd'hui, il demande 4%. C'est un peu défendre l'armement américain parce que augmenter les dépenses à l'OTAN, c'est aussi l'industrie de l'armement américaine qui est alimentée par... C'est pas automatique, on peut acheter européen quand même. C'est la difficulté. On voit par exemple la difficulté avec les F-16 aujourd'hui en Belgique, c'est-à-dire qu'on ne privilégie pas forcément l'achat européen et on pourrait en Belgique choisir d'aller vers la construction d'une industrie européenne concernant les avions chasseurs par exemple, et on n'est pas encore sûr qu'on ira vers ça. Et donc Trump aujourd'hui utilise la fragilité européenne, et il y a une fragilité européenne aujourd'hui par le biais du Brexit, et on en parlera certainement, mais aussi par le biais des populistes à l'intérieur de l'Europe qu'il soutient. Il soutient Orban, il soutient Salvini en Italie, il soutient Kaczynski en Pologne, et donc il crée une forme de zizanie à l'intérieur de l'Europe pour le bien et le business des États-Unis. J'ai envie de dire que la devise de Trump, il en a deux, c'est diviser pour régner. Et on l'a vu à l'intérieur de l'OTAN, il a attaqué l'Allemagne, par exemple, en disant « mais vous voulez qu'on vous protège, mais en même temps vous faites des deals avec la Russie en ce qui concerne le gaz ». Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? C'est que Trump veut passer des contrats de gaz américains avec l'Europe et arrêter que l'Europe fasse des contrats avec d'autres. Donc il a une logique qui est une logique « je veux affaiblir mon partenaire pour être sûr que je gagne par rapport à un partenaire affaibli ». Et si nous plions par rapport à cette stratégie, eh bien Trump gagnera. Il gagnera par rapport à des intérêts économiques des États-Unis et au détriment des intérêts économiques des Européens, mais aussi il gagnera par rapport à des populistes à l'intérieur même de l'Europe. Mais est-ce qu'il ne pointe pas aussi des choses qui sont réelles ? Par exemple, le manque de contribution des pays européens par rapport aux États-Unis, ou dans le cas du gaz dont vous parliez, aussi une problématique, pourquoi les Allemands font appel aux Russes pour du gaz alors qu'ils pourraient faire appel à d'autres, pas nécessairement les Américains d'ailleurs. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses aujourd'hui. Il y a un contexte global qui a fortement changé. Aujourd'hui, il est difficile de dire quels sont nos alliés et quels sont nos ennemis. Et un allié d'hier peut devenir un ennemi d'aujourd'hui. On le voit, Trump a entamé une guerre commerciale à l'égard de l'Europe, alors que c'était le premier partenaire commercial. Trump a mis en difficulté le multilatéralisme, alors les États-Unis étaient les premiers à défendre le multilatéralisme. Donc, il est très difficile aujourd'hui de cerner quels sont les alliés et quels sont les ennemis. L'OTAN doit sans doute bouger par rapport à l'initiale de l'OTAN. Pourquoi l'OTAN a été créée et comment l'OTAN fonctionne. Mais l'Europe doit aussi prendre un certain nombre de ses responsabilités et peut-être ne pas mettre toute sa défense à l'intérieur de l'OTAN et commencer à travailler, c'est ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui au niveau européen, à une défense européenne qui soit, j'ai envie de dire, plus globale. C'est-à-dire que quand on parle de la sécurité, quand on parle de ses alliés, on doit travailler sur un plan diplomatique. Or, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui Trump soit le meilleur diplomate du monde. Nous, Européens, nous devons privilégier le dialogue et la diplomatie. Nous devons aussi privilégier, par exemple, le développement. Quand Trump demande qu'il y ait 4% de dépenses du PIB en défense, à côté de cela, il diminue les dépenses en matière de développement des pays qui sont des pays aujourd'hui fragiles et qui peuvent être des sources d'instabilité, voire d'insécurité. Nous devons... C'est une mauvaise stratégie pour vous. Je pense que franchement, la stratégie de Trump est une stratégie guerrière, est une stratégie business, qui est une stratégie court terme, comme les stratégies business, et non pas une stratégie politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, qui doit veiller des intérêts qui sont des intérêts communs, des intérêts généraux, que sont la paix, que sont la sécurité, mais que sont aussi le climat, le développement. Et tout ça, Trump l'a oublié. Pour terminer sur l'OTAN, à un moment donné, on a cru qu'il avait dit
je risque de quitter l'OTAN, que les États-Unis risquent de quitter l'OTAN. Est-ce que c'est possible, ça se Alors passe? je pense que c'est sa responsabilité à lui d'aller dans un discours qui est un discours de rupture. On sait qu'il est dans cette dialectique. Est-ce que ce serait un drame pour aujourd'hui? Ce serait aujourd'hui un drame de rompre tous les outils qui sont des outils de multilatéralisme. Et donc nous, Européens, nous devons défendre le multilatéralisme. Mais nous ne pouvons pas non plus mettre toute notre défense dans les mains d'une personne qui aujourd'hui est très peu responsable par rapport aux objectifs que l'on poursuit. Alors venons-en à l'Europe. Vous avez abordé le Brexit et c'est vrai qu'on voit les difficultés qu'a la première ministre de Grande-Bretagne, Theresa May. Est-ce que c'est bon signe, les difficultés qu'elle a par rapport au Brexit en Grande-Bretagne? Est-ce que c'est bon signe pour l'Europe, ça? Alors ces difficultés, ça montre plusieurs choses. Ça montre que le référendum qui a conduit au Brexit était basé sur beaucoup de mensonges. Et un des premiers responsables de ces mensonges, c'est M. Farage, qui d'ailleurs siège au Parlement européen, qui vient du UKIP, et qui est quelqu'un qui a fait... Un parti anti-européen extrémiste. Voilà, parti anti-européen, extrémiste, populiste, et qui a fait une campagne vraiment, qui est une campagne extrêmement agressive, basée sur du mensonge. Maintenant, nous en sommes sur une discussion en deux étapes. La première étape, c'est de dire ce Brexit doit se faire avec des conditions, c'est-à-dire la première, c'est le maintien des 4 libertés fondamentales, liberté de circulation des biens, des personnes, des services, et liberté de circulation financière. Le deuxième principe, c'est la question de ce que doit l'Angleterre à l'Europe, donc règlement financier, et la troisième, ce sont les frontières irlandaises. Sur cette base-là, on doit faire un accord du futur. Comment allons-nous travailler avec les Britanniques? On fait des accords avec le monde entier, on devra en faire avec les Britanniques. Et là-dessus, Theresa May a plutôt opté pour un Brexit soft. Alors qu'à l'intérieur de son parti, mais chez les populistes, il y a une surenchère pour couper définitivement les liens avec l'Europe. C'est-à-dire, elle voudrait quand même une espèce de zone de libre-échange où il y a encore des relations assez fortes entre l'Europe et l'Angleterre. Alors, je pense que ces relations, comme les Britanniques disent, nous avons quitté l'Union, nous sommes toujours européens. Oui. On ne change pas la géographie. Et donc, les relations entre l'Europe et les Britanniques continueront à exister. Mais ces relations ne peuvent pas être aussi bonnes que si les Britanniques étaient à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'est là le cadre que nous devrons fixer. Et par exemple, il y a bien entendu des effets sur la Belgique, sur Bruxelles même. On a des relations commerciales avec les Britanniques qui sont importantes. 83% des relations avec les Britanniques sont des relations flamandes, par exemple. La région flamande a beaucoup d'intérêts économiques avec les Britanniques. Mais Bruxelles aussi, par exemple, sur les services. Et Bruxelles pourrait être une place qui pourrait recevoir, par exemple, des services qui ont plus d'intérêt à être sur le continent européen plutôt que d'être sur l'île britannique. Et donc, il y a là peut-être des intérêts à travailler par rapport à une région telle que la région bruxelloise. Je sais qu'il y a une task force qui a été mise en place par le gouvernement bruxellois dans ce sens. Et il faut se préparer, effectivement, à la fois pour perdre le moins possible, mais aussi pour gagner d'un effet qui est un effet Brexit. Donc, que ce soit un hard Brexit ou un soft Brexit, il y a une chance pour Bruxelles de s'en tirer ou d'en profiter en tout cas. Alors je pense qu'on doit se préparer. À partir du moment où les Britanniques ont décidé de sortir, ils ont la possibilité de sortir avec un accord négocié. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et si cet accord négocié n'aboutit pas, parce que les équilibres sont difficiles, si Theresa May veut remplir les exigences de ses populistes, eh bien elle n'aura pas les exigences des Européens. Et si elle va dans le sens des Européens, elle n'aura pas les exigences de ses populistes. Il faut qu'elle choisisse. Mais une fois qu'ils auront choisi, cet accord devra en tout cas être analysé par la région bruxelloise et par la Belgique pour voir comment il peut être le mieux appliqué. Alors dimanche, c'est la finale de la Coupe du Monde. Alors il y aura le pays avec un gouvernement très européen, la France, et un pays avec un gouvernement très nationaliste, la Croatie. Est-ce que c'est les deux Europes qui s'affrontent dimanche? Est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Alors moi j'ai tendance à ne pas mélanger football et politique. Oui. Ce sont deux mondes différents, heureusement. Mais si je dois soutenir un pays, c'est un pays démocratique et un pays pro-européen.
donc la France. Alors, les Diables, maintenant, ils jouent la 3e place de la Coupe du Monde, ce sera samedi, et dimanche, ils seront accueillis en grande pompe à Bruxelles. Alors, votre réaction, je vous en propose 3. La première, c'est « Bravo les Diables ». La deuxième, c'est « Ils sont plus grands qu'en 1986 ». Et la troisième, c'est « Les Diables ont déçu ». Ah non, bravo les Diables, évidemment. Ouais. La seconde, ce ne sont pas les mêmes qu'en 1986. Et donc forcément, ne sont pas les mêmes je trouve qu'on peut pas, il ne faut pas comparer les choses. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Je trouve que cette équipe a donné beaucoup. Elle a pu faire surgir à l'intérieur de la Belgique une joie. Et je pense qu'on doit vraiment ne pas bouder notre plaisir quand il se passe. Même s'ils ne sont pas en finale. Mais je veux dire, quand on joue, le sport, c'est aussi cette capacité d'aller jusqu'au bout des choses. Et au bout des choses, malheureusement, ce n'est pas la finale, mais ils ont été formidables. Donc dimanche, vous ferez la fête avec les autres, pas spécialement à la Grand Place, vous serez plutôt à Forêt. Voilà, moi je suis à Forêt, oui. Alors justement, à Forêt, vous ne vous présentez pas au communal. Hein. Vous êtes un peu l'exemple du non-cumul. Hein. Voilà. Pas de regret. Alors, moi j'aime beaucoup la politique communale parce qu'elle nous permet de bien comprendre ce qui se passe sur le territoire et de pouvoir porter un certain nombre de revendications. Il n'est pas nécessaire d'être élu pour ça. Et donc, j'ai opté pour ce non-cumul parce que je l'ai toujours défendu. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'investis pas sur cette politique communale et je soutiens mes collègues qui sont en campagne aujourd'hui. Je suis avec eux dans les quartiers. J'aime beaucoup cette vie dans les quartiers, à Forêt, mais partout ailleurs, parce que c'est ce qui me ressource. C'est la vie des concitoyens bruxellois, bien entendu, belges, mais européens qui me donnent l'envie de défendre ce projet. Merci Maria Arena. On se retrouve lundi avec un autre invité. D'ici là, bon week-end à tous.